presque fini, chérie. Et tout le long du roman, c'est ce qui se produit. Les pauvres... J'ai pas fait d'argent. Quand ils se font prendre leur outil de production? Oui, en gros, ils se font prendre par le capitalisme, quoi. Ah. Attends, chérie, j'ai presque fini. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des raisins de la colère de Steinbeck. On va suivre une famille composée de plusieurs générations. Les grands-parents, les parents et les 5 enfants. Ils vont devoir traverser l'Amérique à cause de ce qu'on appelle le Dust Bowl, une série de tempêtes de sable dans les années 30 qui ont détruit les champs et empêché les récoltes pendant près d'une décennie. Ceci à cause d'une période de sécheresse et de l'agriculture intensive. En effet, les open fields, en ouvrant les champs, leur ont retiré toute protection végétale. Le roman est une sorte de fable qui reprend la structure des paraboles bibliques pour dénoncer le capitalisme. L'absence d'aide divine, le déchaînement de la nature et la violence entre les hommes sont autant de raisons qui vont dépouiller la famille Jodd de ce qui la faisait tenir bon an mal an. Ses possessions, ses éléments les plus éreintés, sa dignité. Le roman commence avec la famille au grand complet, mais cela se délite rapidement pour se concentrer sur la figure de la mère et de l'aîné. Le roman s'ouvre sur les habitants de l'Oklahoma, puis enchaîne avec le fils Jodd. Comme dans la Bible, il y a un jeu d'échelle, un jeu de loupe. Les hommes, les femmes, les enfants, définis mais indéfinissables, jusqu'à ce qu'on se penche sur le particulier, comme dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, même la construction des phrases fait penser à celle de l'Ancien Testament. Alors elles demandèrent « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Et les hommes répondirent « Je ne sais pas ». Comme nous l'avons dit, le roman s'ouvre sur le fils Jodd. Et ce qui est intéressant, c'est que la narration suit le regard du chauffeur routier qui le laisse monter à bord. Alors que la description physique des autres personnages dans le restaurant est plutôt succincte, celle de Tom Jodd est détaillée. Structuré, imitant un regard humain qui passe du général, le visage, au particulier, les mains. De l'évident au détail, le lecteur en déduira qu'il a affaire là à un visage déjà abîmé pour son jeune âge, mais ne pourra qu'en supposer les raisons. Quand Tom révélera la raison, qu'il a donc fait de la prison pour homicide, le lecteur aura la même réaction que le chauffeur. Surprise et non surprise. Ce qui en fait une introduction efficace et nous montre que Steinbeck maîtrise ses effets. Le livre décrit la nature comme une force qui se déchaîne, qu'on pourrait comparer aux 10 plaies d'Égypte. Et dès le départ, des fléaux soudains s'abattent sur l'Amérique. Les tempêtes de sable, bien évidemment, causent de l'exil des habitants de l'Oklahoma, tempêtes qui pourraient servir d'analogie à la fameuse invasion de criquets dans la Bible. Les criquets mangent toute récolte, causant la famine, de la même manière que le Dust Bowl. La sauterelle apparaît d'ailleurs comme un clin d'œil au début du récit, mais Tom Jodd a encore le contrôle et l'écrase. Pourtant, cela semble être un présage des autres punitions divines du roman, avec le déluge final, fin de non-recevoir divine. Vers la fin du récit, une pluie menace de détruire l'abri des familles. Les hommes, sous l'impulsion du père Jodd, ont bâti une digue pour empêcher l'eau de trop monter. Mais, comme une punition, un peuplier tombe sur cette digue, anéantissant tous leurs efforts. Et la dernière plaie est l'enfantement de Rose of Sharon, la fille de la famille Jodd. Cette 10e plaie dans l'Ancien Testament frappa les premiers-nés de l'Égypte entière. Ils moururent instantanément de la même manière que l'enfant de Rose. Il n'a jamais respiré, jamais été vivant, dit la coucheuse. La famille Jodd, comme tous les métayers sur la route, sont donc comme le peuple juif, en exode, un peuple opprimé par les dominants, les pharaons égyptiens pouvant aisément s'imaginer sous les traits injustes des propriétaires. Sauf que les 10 plaies ici ne s'acharnent pas sur les oppresseurs, mais au contraire sur les victimes. Et c'est là où on pourrait noter la proximité sonore du nom de Jodd avec celui de Job. Dans l'Ancien Testament, Job, c'est la parabole du mal existant dans un monde créé par un Dieu bienveillant. Jodd avait plusieurs enfants, possédait des terres, et Satan dit à Dieu que s'il le louait, c'était uniquement en raison de ses possessions. Dieu accepta alors que Satan le mette à l'épreuve. Job perdit ses troupeaux, ses enfants, et tomba malade. Mais il continua de louer le nom de Dieu. C'est le récit de la foi inébranlable, mais aussi pour ceux qui prennent du recul, d'une violence aveugle, injuste. La famille Jodd est frappée par l'injustice. Mais contrairement à Job, Dieu reste sourd à leurs prières, jusqu'à la toute fin. Et justement, j'adore cette fin. J'adore l'ambiguïté du sourire de la fille, de Rose. Sourire qu'on a du mal à définir. Elle vient de perdre son enfant, et allait un vieillard qui meurt de faim.
Sourire du début de la folie, sourire d'une Madone triomphante qui remplace une nature aride. Voilà, sa main descendit sur la nuque de l'homme pour la soutenir. Avec l'autre main, elle lui caressa tendrement les cheveux. Elle leva les yeux et son regard se perdit dans la grange, et elle joignit les lèvres à un sourire impénétrable. On se demande si ce sourire ne serait pas enfin la grâce divine accordée à la famille, ce qui montrerait une sorte de relecture de la Vierge à l'enfant. Le titre est intéressant, et comme l'explique la préface de cette nouvelle traduction, Vras est à entendre comme une colère divine, comme un châtiment. Et pour ce qui est des raisins, j'ai pu remarquer qu'ils étaient souvent associés à l'orange dans le roman. Ainsi, le grand-père au début du roman se réjouit par avance. Moi, tout ce que je veux, c'est arriver en Californie et me cueillir des oranges quand ça me chantera, ou des raisins. Le raisin associé à l'orange évoque le fruit défendu du jardin d'Éden, d'où les hommes sont chassés pour y avoir prétendu. Ici, le Dieu est un Dieu punisseur, vengeur. Et les hommes errent comme Adam et Ève dans des terres arides, désertiques. Et dans le sud, on voyait les oranges d'or qui pendaient aux arbres, les petites oranges d'or dans le vert sombre des arbres. Et les gardiens armés qui patrouillaient entre les rangs pour empêcher de ramasser une orange à donner à un enfant maigre. Le fruit de la tentation, le fruit défendu, qui ne peut que pousser à la révolte. Un combat inégal, celui d'Adam et d'Ève qui se soulèvent contre Dieu. Et c'est là où la figure du père Kasi prend tout son sens. Kasi, c'est le prêtre déchu, il ne croit même plus en un Dieu. Tout le long du livre, les autres personnages vont attendre de lui qu'il reprenne sa place de prêtre, chose dont il est incapable. Impuissant, ne pouvant invoquer un nom auquel il ne croit plus, il va se séparer de la famille Jodd. Et quand Tom retombera sur lui, il comprendra qu'il s'est investi dans un combat politique. Ce qui n'est pas étonnant puisque déjà les dernières grâces qu'il a prononcées ressemblaient à un discours. Quand on se serre les coudes, pas chacun pour soi, mais chacun relié à tout le grand bazar, là, oui, on est sacré. Le père Kasi va se faire tuer à cause de son engagement, et c'est ce qui va séparer Tom de sa famille. Lors de son meurtre, le prêtre a une attitude de pardon, une attitude sacrificielle qu'on pourrait comparer à celle de Jésus. Assimilant le capitalisme, croyance qui motive l'acte des miliciens, à un péché comme un autre. La principale peur des patrons, et par extension de ceux qui les protègent, flics ou miliciens, est celle de l'union des travailleurs. C'est pour ça que l'un des mots les plus présents dans leur bouche est celle des rouges, mot qu'ils ont l'air d'assimiler difficilement. Une coercition s'installe contre les grèves et contre les grévistes avant même que ceux-ci se mettent en place. C'est le sort du père Kasi, mais aussi celui de Tom. Ce qui n'empêche une solidarité de classe de se mettre en place, et ce dès la première scène. Ceux qui n'ont rien sont amenés à partager là où les possessions semblent corrompre l'homme. Je trouve qu'une des idées ingénieuses de Steinbeck est d'avoir reproduit en miniature les combats entre dominants et dominés, sous les traits des personnages des enfants. Les petits feront penser à ceux des malheurs de Sophie, un combat entre innocence et cruauté, une lutte qui mime les violences du monde des adultes. Russie en Sophie et Winfield en Paul, mesquinerie, lutte de pouvoir et de possession, trahison. Donne-lui un pétale, Russie. Il n'y a qu'à s'en trouver un à lui, elle est à moi celle-là. Russie mouilla un pétale sur sa langue et le lui piqua cruellement sur le nez. « Espèce de sale merdeux !» murmura-t-elle. Cette scène arrive à la fin du livre et imite une autre qui arrivait plus tôt, celle du dîner où la serveuse cède de mauvaise grâce une miche de pain à un père de famille. Dans cette scène, l'accent est mis sur le point de vue de la femme, sur la sensation qu'elle a de se priver en faisant une ristourne, comme si ça l'atteignait dans son intégrité. Une transcription fidèle, où la charité ne se départit pas du mépris et où le pénis cédé ressemble parfois à un crachat en pleine figure. Et la raison pour laquelle ceux qui sont juste au-dessus ne viennent pas en aide aux familles les plus pauvres est simple, celle de l'American Dream. D'ailleurs, même la famille Jodd y croit à ce mirage de l'ascenseur social. C'est emblématisé par le personnage du mari de Rose of Sharon, Connie, qui pense que les cours du soir l'aideront à surpasser la famille Jodd. Mais c'est aussi le cas du plus jeune fils. On pense à sa fascination pour les voitures. Voitures comme symbole du rêve américain, de la force phallique, masculine, déglinguée dès qu'on voit la vieille carriole avec laquelle il roule. L'American Dream est pourri dès le départ. On voit dans le discours irresponsable des possédants, qui invoquent tout le temps une abstraction, une entité toujours plus abstraite pour expliquer leurs gestes, comme s'ils étaient forcés d'exploiter les autres. Ce n'est pas nous, c'est la banque. Ils se déresponsabilisent, personnifient ces entités pour pouvoir annihiler l'humain derrière, que ce soit l'humain qui arrache les foyers à des familles ou le travailleur. Et les raisins de la colère, ce sera la colère de Tom, une colère juste, une colère sociale. Un combat politique qui reprendra celui du père Kasi.
Partout où il y aura des gens qui se battront pour plus avoir faim, je serai là. Partout où il y aura un flic qui tapera sur quelqu'un, je serai là. Je serai dans tous les cris des gens qui sont en colère. Dans la même veine, on a l'éveil de l'oncle John. Il est rongé pendant tout le livre par la culpabilité, se sentant responsable de la mort de sa femme enceinte. Et c'est un choix intéressant de la part de Steinbeck que ce soit lui qui relâche, en quelque sorte, le bébé de Rose, qui le laisse partir, comme pour signer la fin de cette culpabilité. Descends leur dire. Descends pourrir les rues, dis-leur bien, ce sera ta façon à toi de parler. Descends maintenant, va t'échouer dans une rue. Ça leur fera peut-être comprendre. Ceux qui ne pouvaient plus lever la tête relèvent les épaules. Cette fin, dans ce cas-là de plus tragique, est aussi un message d'espoir, celui de redresser ces familles qui n'en pouvaient plus. Deux figures renfermées et obsessionnelles, celle de la fille, qui ne faisait que penser à la santé de son enfant à venir, et celle de l'oncle, qui pense toujours à sa femme morte, se relèvent face à l'adversité, retrouvent leur dignité, et le fait que le livre se termine presque sur eux sonne comme une note d'espoir. Ce qui n'est pas plus mal, parce que le message du livre est aussi sombre. Les paysans sont littéralement broyés par cette industrialisation. Les maisons sont rasées, on remplace l'humain par la machine. Et le sort des plantations est similaire à celui des travailleurs. Les pieds de coton noir et morts gisaient secs sur le sol. Quelques brins de duvet toujours accrochés dans l'écosse. On est souvent frappé par un sentiment de gâchis en lisant. Comme une masse humaine et agricole malmenée, pétrie comme une pâte au bon vouloir des marchés. Et dans cette optique, les machines violent littéralement la terre. Comme je l'ai dit en introduction, ceci est la conséquence de l'industrialisation, de la mécanisation, des open fields. La nature est personnifiée, comparée aux hommes, mais aussi comparée à une sorte de divinité, une déesse des moissons malmenée par une société, par le capitalisme, qui ne respecte plus son rythme. La monoculture est mauvaise pour les sols, mauvaise pour l'écosystème, elle attire les parasites. Et ce qui est insidieux, c'est de voir que c'est les hommes qui travaillent, qui participent à leur propre châtiment. Et c'est pour ça que j'ai nommé ainsi ma miniature. La propriété chez Steinbeck, c'est le vol. C'est le vol de la force de travail du plus grand nombre pour le bon vouloir de certains. C'est la désappropriation de la nature, de ses richesses, au nom de divinités encore plus obscures telles que le marché ou la croissance. Le rythme est très soutenu, il n'y a presque jamais de moment de répit. Et c'est peut-être le seul reproche que je ferais à Steinbeck. J'ai beaucoup aimé ces scènes qui ressemblent à un long plan séquence où on passe d'un personnage à l'autre, quand, lors d'une scène, la narration est toujours en mouvement. Mais le mauvais côté de la chose, c'est que j'aime bien parfois aussi quand ça se pose, quand il y a de la respiration. Ce qui, par ailleurs, par effet de contraste, peut aussi faire monter la tension. Non, dans Les raisins de la colère, on passe d'une scène tendue à une scène tendue. Et j'aurais aimé voir la famille dans des conditions plus normales, pour voir aussi les dynamiques de la famille, comment celle-ci se comporte en temps à peu près normal. Les dialogues sonnent toujours justes, la gestuelle fait partie d'ailleurs du dialogue et du discours. J'aime bien certains petits détails comme la graisse par exemple, qui revient tout le long du roman. La graisse comme saleté, mais aussi comme moyen de subsistance. On pense aux plats très crades, les plats frits qui font juste de la farine avec de la graisse. Et la graisse du moteur, qui serait donc la graisse du labeur masculin, et la graisse de la cuisine, qui serait la graisse du labeur féminin. C'est un livre qui a marqué la culture, qu'on a souvent vu parodier, je pense à South Park par exemple. Mais plus sérieusement, je pense qu'on peut retrouver dans des œuvres plus actuelles un hommage aux raisins de la colère. Je pense au film Parasite, qui, par sa scène finale avec un déluge, avec beaucoup de pluie, pourrait évoquer celle justement de ce roman, avec l'impossibilité d'endiguer l'eau. Et ce message social où l'eau en fait représente vraiment ce côté inaltérable de la nature, ce côté implacable du destin. La nouvelle traduction rend le tout très actuel. On dit souvent qu'on doit relire 1984 pour voir à quel point on s'y trouve, et moi je dirais que plutôt en 2023, avec l'inflation, avec la pression toujours plus forte sur les travailleurs, on devrait vraiment relire et voir à quel point on se trouve dans Les raisins de la colère. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.